Est-ce que l'art aide les dyslexiques, justement, ou pas? Est-ce qu'ils trouvent... est-ce que justement, il y a toujours une part d'apaisement quand on est créatif, ça. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça aide spécifiquement? Moi, ça m'aide pour mes angoisses, bien sûr. Oui. Ça me calme. Ça canalise tes émotions. Oui. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est certain. Donc, je pense que, oui, pour les enfants, il y a plein d'enfants à qui ça fait du bien d'être créatif, hein, d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Très bien. Bonjour Agnès et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Donc aujourd'hui, on va parler de toi en tant qu'artiste, car tu es artiste peintre et en même temps, tu es professeur d'art plastique dans les écoles depuis plus de 25 ans. Bonjour Agnès. Bonjour Ribelle. Comment vas-tu ce matin? Ça va, un petit peu nerveuse, mais ça va. Tu veux bien me parler de toi? Alors, je peux essayer, en tout cas, j'espère que ça ne va pas être trop boring. Donc, juste pour expliquer un petit peu qui je suis, j'ai besoin de dire qu'en fait, je suis née en Afrique et que j'ai vécu 15 ans en Afrique. Ensuite, j'ai fait une dizaine d'années en France, 2 ans au Mexique, 13 ans au Pakistan, 17 ans à Dubaï. Ce qui fait qu'en fait, je suis française, certes, mais je me considère, même si ça fait un peu cliché, je me considère plus comme citoyenne du monde. Je suis plus dans quelque chose de plus mondial que simplement fermée à la France. Parce que toutes ces rencontres entre les gens, les cultures, les valeurs que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans tous ces pays, c'est finalement ça devient une partie de moi et ça explique un petit peu plus qui je suis. Mais c'est super, en fait. Donc, comme ça, tu as vraiment une mentalité qui est multiculturelle et tu es extrêmement ouvert d'esprit. C'est génial. Voilà. Alors, du coup, en fait, j'ai commencé à peindre très jeune. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des cours. Mes parents m'ont donné des cours assez tôt dans mon enfance. J'ai donc eu la chance d'apprendre à dessiner. Et le fait d'apprendre à dessiner, ça m'a permis ensuite d'apprendre à peindre, ça m'a permis de prendre des cours, d'évoluer dans mon travail artistique. Et ça m'a permis d'avoir un métier lié finalement à ma passion, lié à la peinture, lié aux arts. Donc ça t'était déjà destiné, quoi? Je sais pas, mais peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Et à quel âge? Je sais pas, vers 8 ans, 7 ans, j'ai commencé à prendre des cours pour apprendre à dessiner. Ouais. Tu étais dans quel pays à ce moment-là? J'étais en Afrique, j'étais au Tchad. J'étais en Afrique, au Tchad, et donc j'ai appris à dessiner des plantes, à travailler l'aquarelle, à apprendre à dessiner, à travailler les proportions, etc. Donc à avoir des super bases, parce que ça, je pense que c'est important. Oui. Ça te permet d'évoluer ensuite et de les laisser ou de les garder, ou de rebondir plus tard au fil des années. Mais voilà, donc j'ai eu des breaks. C'est vrai que j'ai eu des moments où je n'ai pas du tout peint, tout en sachant au fond de moi que ça reviendrait. C'est une évidence. Il y a des moments où je ne pouvais plus parce que 3 enfants, parce que dans le mouvement, etc. Il y a des moments où il y a eu des breaks, mais il y a toujours l'évidence que ça va revenir, que ça va être là. Et donc, après, tu as décidé de faire des études artistiques, c'est ça? Voilà, j'ai décidé de faire des études artistiques en lien avec l'enseignement. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, guidée par mes parents, évidemment, ils m'ont dit « oui, mais juste artiste peintre, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi tu ne t'orientes pas plutôt sur le professorat lié avec les arts plastiques ?» Mais ça va être compliqué de quoi? De pouvoir y vivre ou de quoi? Oui, je pense d'avoir une qualité de vie. Oui, je pense que pour eux, décente. L'important, c'était d'avoir un vrai métier entre les mains. En fait, en tant que parent, je pense que c'est ce qu'on veut donner à nos enfants. Et puis après, ils peuvent évoluer avec, s'en servir ou ne pas s'en servir. Je ne regrette pas, hein, j'adore l'enseignement et j'adore faire passer ce que je connais, que ce soit dans les artistes, que ce soit dans mes techniques, que ce soit leur donner de l'intérêt pour les arts. J'ai d'anciens élèves qui reviennent ensuite vers moi et qui me disent « Madame Cheikh, grâce à vous, maintenant je suis devenue architecte, c'est vous ». Et ça date de quand ils étaient en 6e ou en 5e. Donc je ne dis pas que c'est pour tous les élèves pareil, hein, mais voilà. Donc j'essaye d'éveiller une curiosité vers les arts, ça c'est sûr. Ça c'est super. Et donc tu enseignes les arts plastiques. Ouais. Mais
quoi précisément dans les arts plastiques? Ça va être quoi? De la peinture? Vous allez faire aussi de la sculpture, de la poterie? C'est quoi? Alors, ça peut arriver selon les projets qu'on met en place. On peut travailler sur du 3D. Donc, par exemple, pour l'instant, je travaille avec... Donc, je suis au lycée Jean Mermoz à Dubaï, et où on a ouvert la section art plastique l'année dernière ensemble. Et si on travaille sur du 2D, on peut être amené, oui, à travailler sur du 3D, à travailler de façon abstraite ou au contraire de manière figurative. Il y a toujours un lien entre les artistes ou l'artiste que je vais montrer, que je vais présenter, et un lien avec son travail et ce qu'on va faire. Voilà, toujours. Tu m'as dit que tu étais dans l'art figuratif contemporain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et donc l'art figuratif contemporain, il se traduit par un style artistique qui représente le réel. Ok, donc il peut s'agir de portraits, de paysages ou de nature morte, justement. Et après, par la suite, tu m'as dit que tu avais découvert le fluid art. Donc il se travaille avec différentes techniques dont on avait parlé. Tu vas bouger la toile comme ça, tu vas souffler, tu vas même utiliser un sèche-cheveux ou autre. Ok. Et donc j'aimerais savoir, parce que tu m'as dit que pendant le corona, tu as arrêté de travailler le fluid art et tu es revenu à l'art contemporain figuratif parce que tu avais besoin de reprendre contrôle justement sur tes toiles. Ouais. Donc en fait, j'ai 2 petites questions. Ouais. La première, c'est pendant combien d'années tu as peint donc, du contemporain figuratif et après, pourquoi tu as décidé de passer au fluid art et pendant combien d'années aussi tu as fait du fluid art avant de retourner au contemporain? Ok, donc oui, en fait, oui, ça bouge. Hein, on n'est pas. D'abord, nous, enfin, les artistes comme les autres gens, on est des éponges. Hein, on prend ce qui nous arrive tout autour de nous, que ce soit vis-à-vis des news, que ce soit vis-à-vis de la ville où on habite, que ce soit vis-à-vis des gens qui nous entourent. On est des éponges et d'une certaine manière, ça retransspire, entre guillemets, dans notre travail, quel qu'il soit. Je pense, en tout cas, je suis convaincue de ça, de manière consciente ou inconsciente. Et il y a 4-5 ans, c'est vrai que j'ai découvert cette technique du fluid art et je suis tombée amoureuse, obnubilée, obsessionnée par ces techniques qui m'ont amenée à l'abstrait, puisque on n'est pas du tout dans le figuratif, on n'est pas du tout avec des pinceaux, on est vraiment avec des matières, on travaille la transparence, l'opacité avec les peintures et en les amenant à être plus ou moins liquides avec des techniques différentes. Et ça m'a complètement obnubilée. À l'époque, quand même, je travaillais à plein temps, donc j'avais le temps de faire des peintures que le week-end. Donc toute la semaine, je pensais à mes peintures, je me retenais parce que j'avais pas le temps, et hop, le week-end, je me lançais là-dedans. Donc cette aventure a duré plusieurs années. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé, cette pandémie qui nous a tous, d'une manière ou d'une autre, touchés. Et ma dernière peinture avec le fluid art, en fait, ce qui s'est passé, ça a été très violent. Il y a des taches noires qui sont apparues dans ma peinture. Il y a toujours une part de hasard, une part d'inattendu que justement je recherchais et que j'aimais bien travailler et quelque part dompter. Mais là, ces taches noires qui sont apparues dans ma peinture, au moment où c'est arrivé sur la toile, j'ai pas supporté. J'ai eu l'impression que, ça m'a vraiment violentée parce que on était en plein Covid, j'étais en pleine angoisse, avec plein d'angoisse comme beaucoup de gens, plein d'interrogations, plein de questionnements, de questions. Et là, j'ai pas supporté, vraiment. Donc, je les ai enlevées, ces taches noires, évidemment. Il y en avait plein, je les ai retravaillées, etc. Mais ça a été fini, ça a été vraiment ma dernière. Et à partir de là, les fois suivantes, c'est là où j'ai introduit, toujours avec ces techniques, donc j'étais pas revenue au pinceau, mais toujours avec ces techniques, j'ai introduit quelque chose de plus figuratif avec une balançoire. Donc quelque chose On va en parler. Et d'ailleurs, donc là je vais m'adresser à vous. Donc vous pouvez voir que toutes les toiles qui sont là, ce sont les toiles d'Agnès Chic. Et comme vous pouvez le constater, il y a des petites balançoires sur chaque tableau. Tu veux bien m'en dire plus? Pourquoi la balançoire? Voilà, donc je me suis retrouvée, effectivement, j'ai eu envie de peindre des espaces, que ce soit des espaces fermés ou des espaces ouverts, donc en extérieur ou en intérieur, et où j'allais mettre en avant la solitude, le fait qu'il n'y ait pas de présence humaine, et où finalement la balançoire, c'est une représentation de moi, de mes sentiments, de mes émotions,
à l'instant où je peins un tableau particulier, un espace particulier. Et c'est en même temps la représentation de l'humain qu'on ne voit pas, mais la balançoire, ça veut dire que quelque part, il y a une trace d'humanité. Je ne sais pas si je suis claire là-dedans. Tu es très claire, oui, moi je vois tout à fait. D'accord. Et donc voilà, donc en fait tous les espaces que je représente, c'est en lien avec moi-même. C'est pas des espaces comme ça que je vois sur Internet ou dans les images. C'est tes émotions. Oui, et non seulement ça, mais les espaces en eux-mêmes, c'est un moment particulier de ma vie. C'est-à-dire que si on prend ce tableau en fait, tu central, vas nous expliquer les trois. Si commençons on prend par le plus grand, le tableau central, celui-ci que je viens de terminer. Il m'a pris 2 mois, il fait 1,20 m, il vient d'être exposé à l'Alliance française, je vais en reparler si vous voulez, dans un groupe show de 13 femmes, et il part bientôt à l'exposition 2020, mais on va en reparler. En tout cas, il m'a pris 2 mois, il m'a pris plus de 80 heures de peinture, et ça représente un moment, l'année dernière, où je me promenais avec ma maman dans les champs. Donc j'ai pris des photos, et je me suis servi de ces photos pour en faire un tableau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quelque chose de réel qui m'est arrivé, un lieu particulier qui m'a touchée, que j'ai pris en photo pour garder une trace et que j'ai réutilisé après à ma sauce. C'est vraiment magnifique, hein. On peut même voir tous les détails, des fleurs. Tu as le nom de la fleur blanche? Non, j'ai oublié. Incroyable. Mon amie Teresa va se fâcher avec moi, je n'ai plus le nom des fleurs. Pourtant, je 3 fois, oui, 3 fois. Oui, pardon. 3 fois. Non, mais il est vraiment très, très beau, ce tableau. Et donc, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as mis des petites paillettes? Alors, si on regarde, donc, chaque balançoire est différente. Elles peuvent être en mouvement ou elles peuvent être immobiles. Et là, en fait, le thème de cette exposition collective avec 12 autres artistes féminines, peintres, photographes, céramistes, goldsmiths, avec ces 13 artistes, nous avions décidé de choisir un thème commun qui s'appelle féminin pluriel et d'avoir un format identique de 1,20 m sur 80 cm, sauf pour la céramiste et sauf pour la bijoutière joaillère. Heureusement Goldsmith, pour elle. évidemment. Voilà. Et donc, féminin pluriel, pour moi, il n'était pas question que je change et que je fasse une femme, alors que ce n'est pas du tout mon style actuel, que je peigne une femme. Donc, il fallait que je reste avec mes balançoires, que je reste avec mes espaces, intérieurs ou extérieurs. Et j'ai eu envie, du coup, d'habiller ma balançoire, de lui donner un sentiment de bijou, d'avoir un lien avec le bijou, donc la part féminine, et que ce bijou soit un petit peu comme une protection, une parure d'abord, et aussi une protection pour habiller nos fragilités, ou en tout cas mes fragilités, ou mes angoisses, hein, parce que évidemment elles sont présentes. La peinture me permet de les évacuer, ou en tout cas de les canaliser dans mon espace à moi, dans mon atelier. Et du coup, ce bijou était le lien avec le thème féminin pluriel. Donc ça représente vraiment la féminité et la femme, en fait, ici. Et dans l'autre, justement, dans l'autre toile, où on voit qu'il y a de la colère, peut-être, dans cette toile-ci? Non, alors j'ai voulu... En fait, je l'ai faite... Tristesse, colère, non? Je l'ai faite au moment du dernier Ramadan. Donc, elle s'appelle Ramadan Insomnie. Et j'avais envie donc de mettre en avant la lune, hein, qui est importante pendant le Ramadan, de mettre en avant la lune et la nuit, où on vit la nuit, on vit beaucoup la nuit, et voilà, et d'avoir un tableau un petit peu plus... donc il n'y a pas de colère pour moi, c'est au contraire paisible, mais c'est la nuit, c'est plus dans l'obscurité. Non, mais après, on y voit, c'est bien. Parce que c'est sombre, en fait. Oui, parce que c'est très sombre, même la balançoire est sombre, il n'y aura que les cordes qui seront blanches, tu vois, justement. Donc moi, je me suis dit, c'était peut-être un moment où il y avait un petit peu de tristesse ou alors de colère, même si on arrive à voir, donc justement, qu'il y a pas mal d'éclairage. La lune qui éclaire, justement. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment... C'est la mer et le ciel, ou c'est que le ciel? Voilà, qui se rejoignent. C'est ça, et avec interaction avec la lune qui est tellement importante. Ouais, on arrive à voir la ligne d'horizon, justement, à peine. Un petit peu. Je ne voulais pas qu'on la voie trop, mais je voulais qu'on la voie un tout petit peu. Mais moi, je la vois, tu sais, j'arrive à la voir. Et alors, celle-ci, la dernière, alors celle-ci, en intérieur. Qui s'appelle Papa, je ne sais plus si c'est Papa 1, Papa 2, Papa 3, je ne sais plus exactement. Donc celles-ci qui sont en espace intérieur, la balançoire, c'est mon lien avec mon papa. Et donc là, je travaille l'enfermement. Quand je suis dans des espaces fermés, je mets en avant l'enfermement.
et le fait de regarder par la fenêtre pour laisser la part au rêve qui permet finalement de ne pas perdre contact. C'est un peu contradictoire, mais ça permet de rester dans la réalité. C'est-à-dire que le rêve, le fait de regarder par la fenêtre, permet non seulement de s'évader, mais de pas sombrer dans une espèce de folie à cause de l'enfermement. Et c'est lié donc à mon papa en maison de retraite, où à cause du Covid, ils ont été enfermés pendant très très longtemps, pas le droit de sortir, pas le droit d'avoir un contact avec la vie sociale, et où finalement le seul moyen de ne pas perdre contact avec la réalité, c'était de rêver, et de regarder par la fenêtre. Et mon papa me disait, je regarde les oiseaux, enfin voilà quoi, il se raccrochait à des choses très réelles qu'il voyait par la fenêtre. Elle était difficile cette époque de Covid. Elle l'est encore pour eux. Elle l'est encore. Ouais. Et il y a encore une autre toile là-bas derrière. Alors celle-ci, je l'ai amenée parce que quand je l'ai faite il y a très longtemps, et c'est juste pour expliquer que des fois, j'ai certains de mes tableaux, quand je les garde, quand ils ne sont pas vendus, j'ai certains de mes tableaux que je retravaille, qui ne me plaisent plus. Et en fait, la balançoire n'était pas du tout la même. Les deux lignes de la balançoire étaient rigides. Ok. Et c'était sur carton. D'accord. Et du coup, j'ai réussi à décoller. Bravo. C'était un peu abîmé, donc il a fallu que je repeigne, Et du coup, j'ai changé parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus souple. Il y avait une rigidité qui ne me plaisait plus. Et donc, j'ai introduit dans ce tableau, j'ai introduit le tissu. Donc, je suis allée à Satois, j'ai acheté des bouts de tissu, j'ai fait des essais. C'est des tissus, c'est comme du fil de broderie. Et finalement, c'est des bouts de tissu que j'ai collés à la place de la balançoire pour faire le lien avec ces endroits à Satois de mercerie qui sont tellement riches pour moi, pour tous les artistes. Voilà, et pour enlever cette rigidité dans ce tableau. Donc des fois, je reviens dans mes tableaux, je les retravaille. Des fois, non. Ça dépend. Ça dépend. Et donc, dis-moi, en moyenne, tu passes combien d'heures par toile? Ok, bon, dépendamment de la grandeur de la toile, etc. Mais comment tu arrives justement à gérer ton temps, comme enseignante d'art plastique aussi, et après en tant qu'artiste peintre? Donc, combien de temps? Alors, j'ai une petite routine. En général, le matin, soit je travaille, donc soit je suis à l'école. J'ai de la chance de ne pas avoir trop d'heures. C'est un choix. Je suis passée d'un temps plein à quelques heures. Et je me consacre l'après-midi à la peinture. Voilà, donc c'est mon planning, c'est ma routine. Je peux rester des heures et des heures dans mon atelier. Je ne suis pas forcément en train de peindre en permanence, mais je suis dans la peinture, dans la réflexion, dans la contemplation et dans l'action de peindre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais m'arrêter, je vais prendre du recul, je vais réfléchir. Des moments où je vais peindre pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Mais en général, je peins, 2-3 heures par jour. Voilà. Une peinture va me prendre au minimum, je dirais, une vingtaine d'heures. Au minimum une vingtaine d'heures. Si on regarde les formats ici, à part la grande, on est sur entre 20 et 30 heures parce que tant que je suis pas contente, tant que je suis très dans le détail, c'est ce que j'aime justement. Donc ça peut pas aller vite, donc ça va jamais très vite. Et est-ce que tu choisis un certain format? Est-ce que tu aimes, à part donc la grande ici, est-ce que généralement tu travailles tout le temps les mêmes formats ou alors tu changes? Alors je change, mais maintenant que je suis passée à un très grand format, c'était une grande première pour moi, 1m20 c'était beaucoup. J'ai envie de continuer. Donc là, ma prochaine fait 1 mètre. Alors j'ai commandé une toile un peu plus petite. Je me suis dit, on va passer à 1 mètre, on va voir si 1 mètre de hauteur me convient également. Donc j'ai commencé sur 1 mètre, ça me convient très bien. Donc en général, je commande mes toiles. Elles sont, là on ne le voit pas, mais elles sont aussi assez larges sur le côté. Et je signe sur le côté et je signe à l'arrière. Oui, je ne signe pas devant. Voilà, il n'y a pas de signature devant. Dis-moi Agnès, est-ce que tu serais capable de représenter la même toile avec différentes couleurs et est-ce qu'elle aurait la même signification pour toi? D'abord, je ne serais pas capable. Et puis, je crois que j'en aurais pas envie, en plus. Parce que je m'ennuierais, je crois, de refaire quelque chose d'identique ou d'essayer de refaire pareil. Alors, c'est vrai qu'en changeant de couleur, il y a moins d'ennui.
Mais il y aurait quand même un petit côté ennuyeux que je ne recherche pas. Hein. C'est vrai que je cherche à me faire plaisir. Quand je peins, c'est pour moi, c'est pour... c'est ta passion, voilà. C'est ton hobby. Voilà, donc c'est une évidence. C'est plus qu'un hobby, c'est juste une évidence. J'en ai besoin, c'est un petit peu mon lieu à moi, quoi, ma petite cellule, je ne sais pas comment dire, ma petite bulle. C'est ta bulle. Voilà. Et je sais que la perfection n'existe absolument pas, au fait, tu vois, en peinture ou en n'importe quoi. On n'est jamais satisfait. Mais est-ce que tu arrives à un stade en regardant tes toiles, en te disant « ça y est, celle-ci, elle est parfaite, il n'y a plus rien à faire » ou alors tu vas aller la ranger, la mettre dans un coin et après, quelques jours plus tard, tu vas aller la ressortir et tu vas dire « ah mais non, je dois encore ajouter un petit point de peinture ici, un petit point de couleur là, il y a une petite ligne qui manque, dis-moi ». Oui, c'est un peu ça. J'ai mon mari qui me dit « arrête ». C'est-à-dire que tant que ça reste dans... En général, quand c'est fini, je la mets dans le salon, je la mets dans l'espace de vie où je peux la regarder tous les jours, où je peux avoir différents points de vue. Et là, c'est là où je suis là, ah non, ça va pas, ah zut. Et des fois, c'est juste un tout petit truc, hein, c'est rien du tout. Hein. Et puis, il y a un moment donné où je dis, bon, allez, ça y est, ça c'est fini, c'est bien. Mais rien ne dit que 3 mois ou 6 mois plus tard, je ne vais pas la ressortir en disant « Ah, finalement, non, ça ne me plaît pas du tout. Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant? C'est quand même bizarre. » Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une fin en soi, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà eu certaines commandes spécifiques de toiles? Oui, j'ai certaines commandes spécifiques. C'est pas facile. Comment tu fais alors? Alors, c'est pas facile parce que alors, la dernière, c'est une amie canadienne qui m'a dit « je veux telle et telle chose, je veux que la balançoire soit jaune ». Et quand je lui montrais au fur et à mesure, via Zoom et via vidéo où j'en étais, c'est pas facile en plus de montrer les couleurs telles qu'elles sont réellement. Elle me disait non, c'est trop sombre, non, c'est trop clair, non, c'est trop... Et à chaque fois, j'étais là, Donc finalement, c'est pas facile. C'est intéressant, c'est une démarche intéressante d'être commissionné, hein, mais c'est pas non plus facile. J'ai aussi un ami il y a pas très longtemps qui me dit « Oh, tu voudrais pas me faire une toile, mais je la voudrais à la pop art et tout. » Je dis « Mais je fais pas du pop art. Pourquoi tu me demandes à moi de faire quelque chose qui n'est pas mon style? » Non. Donc voilà. Donc il y a des moments où je dis non parce que c'est pas possible, ça tient pas la route. Et puis il y a des moments où bah oui, pourquoi pas. Et puis c'est une démarche intéressante, c'est une aventure particulière, donc pourquoi pas. Tu penses qu'un jour tu vas te remettre au fluid art? Je suis pas prête. T'es pas prête? Non. Et où sont tes toiles de tuiles de fluid art? Alors, il m'en reste quelques-unes. Pourquoi t'en as pas ramené? J'ai pas pensé. Il m'en reste très peu. Elles sont vendues, elles sont toutes vendues. Donc, j'ai la chance là-dessus d'avoir vendu la plupart de mes toiles de fluid art, d'abstrait. Il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste juste quelques-unes. Tu m'enverras quelques photos. Oui. D'accord. Promis. Et dis-moi, en mars, tu vas exposer au pavillon de la France. Donc à l'Expo 2020. Voilà. C'est pas fabuleux ça? Ça c'est génial. Donc c'est dans pas longtemps en fait. C'est du 8 mars, donc là dans quelques jours, jusqu'au 21, donc au moment de la journée de la femme. Et donc c'est avec ces 13 artistes. Féminin pluriel. Voilà, sur le thème de féminin pluriel. C'est un beau livre, un beau petit livre. Donc ça reprend un petit peu l'exposition qui a eu lieu à l'Alliance française il n'y a pas longtemps, et qui est une très belle aventure en lien avec le Dubaï Accueil FSC. Bon, ça fait rien, je vais le poser là, sinon ça va tomber. Avec le FSC Dubaï Accueil. C'est quoi le FSC? Donc French Social Club de Dubaï Accueil, qui regroupe beaucoup de Françaises et francophones. Et c'est une aventure qui a commencé il y a 1 an à peu près. On s'est retrouvés 13 artistes, on ne se connaissait pas. Au sein de ce groupe, grâce à l'initiative d'une des artistes et amies, Géraldine Lenog, qui nous a regroupés, qui est de fil en aiguille, mais très vite, on a eu envie d'aller plus loin, donc c'est-à-dire non seulement de nous rencontrer, mais de monter une exposition ensemble. Donc de fil en aiguille, on est arrivé à monter cette magnifique expo qui nous a pris beaucoup de temps, effectivement, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et qui est vraiment une aventure fabuleuse, et là qui aboutit
D'abord, ça a abouti à cette belle expo à l'Alliance qui était vraiment très très belle, que tu es venu voir, donc tu as été témoin, voilà. Ouais. Et je vais revenir voir celle à l'Expo 2020 voilà, aussi, donc là, on va être en extérieur. Oui. Ça va être un montage particulier en extérieur devant le pavillon de la France. Tu vas exposer combien de toiles? Une seule, toujours la même. C'est celle-ci que tu vas exposer? Oui, Okay. c'est celle-ci, sauf que ça ne va pas être notre original, parce que comme ça reste en extérieur, on ne peut pas les laisser toute la journée au soleil. Tout à fait. Donc, on a fait imprimer sous forme de ce qu'on appelle, enfin en français, je crois que ça s'appelle le plexiglas. Ouais, en anglais, ça s'appelle l'acrylique, apparemment. Oui. Donc, c'est pas très épais. Je crois qu'il y a des épaisseurs différentes. Là, c'est une épaisseur pas très épaisse, c'est peut-être 1 centimètre d'épaisseur, quelque chose comme ça. Donc, c'est très intéressant, c'est très beau, c'est plus brillant. Et ça m'intéresse du coup maintenant. Tu peux aussi travailler sur le plexi, exactement. Donc faire des gravures. Je me dis, ça peut être intéressant d'aller graver dedans, une nouvelle technique, Agnès. Donc je me dis, tiens, voilà, maintenant que j'ai découvert cette façon d'imprimer, finalement, de reproduire une toile, pourquoi pas ensuite voir un petit peu ce que je peux faire avec. Donc oui, ça va être très intéressant. Je vous invite à venir donc passer au pavillon de la France entre le 8 et le 21. Moi, je vais certainement passer. Oui, on ira ensemble. Je te le garantis. Voilà. Et j'espère que les autres personnes passeront aussi. Oui, non, ça va être une belle aventure. Et j'ai encore une petite question, enfin plusieurs petites questions. Donc, tu sais, pour les gens qui ne sont pas peintres, justement, qui travaillent dans un tout autre secteur, et généralement, tu sais, des fois, ils ont envie de se mettre à la peinture, mais ils ont un petit peu peur, ils n'ont pas peur, on le fait pas. Est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui n'ont jamais réellement osé peindre de le faire juste donc par hobby ou par passe-temps? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement? Alors, soit de prendre des petits cours, ça existe, ça existe dans chaque ville, ça existe à Dubaï. Moi, à un moment donné, j'ai organisé des workshops justement avec le Fluid Art, mais ça peut être aussi, formez-vous vous-même. Il y a plein de vidéos qui existent, qui sont gratuites, évidemment, et où on apprend plein de techniques. Je vois par exemple ma fille qui avait envie de se lancer dans l'aquarelle, et qui a simplement appris comme ça en regardant quelques vidéos YouTube, elle a appris à choisir ses papiers particuliers, son pinceau particulier, et après c'est juste s'entraîner, c'est de l'entraînement, et ça permet de se détendre, ça permet d'aller plus loin, d'être créatif. C'est toujours très valorisant de créer quelque chose. Donc oui, je vous encourage tous à être dans la créativité, dans la création, bien sûr. Sans chercher, on n'est pas dans l'échec ou le succès, ou juste pour se faire plaisir, mais bien sûr. Parce que ça n'existe pas, tout est subjectif, l'art est subjectif. Bah oui. Ça peut te plaire à toi et pas me plaire à moi, il n'y a pas d'échec. Mais alors justement, toi qui es prof d'art plastique, là j'ai une question qui me vient en tête. Comment vous faites pour coter, justement, pour mettre des points à ces pauvres étudiants élèves qui, pour eux, par exemple, leur toile, leur peinture, leur art est juste magnifique à leurs yeux, mais alors certains profs vont dire ça me plaît pas, allez hop. Non, justement. Quand moi, mes élèves, et souvent, ils disent « ça va madame, c'est beau », tout de suite, je dis « non, stop, ça m'intéresse pas, ne me parle pas du beau, ça ne m'intéresse pas. Demande-moi si tu as répondu à ma demande, à ce que je t'ai demandé de faire. Est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que tu as bien suivi mes indications, mes consignes? Et là, est-ce que tu as pris du soin à réaliser ton travail? Et ça, je le vois en fait. Évidemment, je suis avec eux en classe, donc je vois bien qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes. Donc ensuite, mes critères de notation, ils sont en lien avec mes consignes, ils sont en lien avec ce que j'ai demandé de faire, et il y a de la créativité et il y a du soin apporté à son travail. Et ça, en général, dans les réalisations plastiques des élèves, il n'y a pas de note en dessous de la moyenne parce que je vois bien qu'ils ont fait le maximum. Oui, je vois. Donc, je ne suis pas dans « je vais vous casser, c'est pas bien » parce qu'ils ont fait le maximum. Écoute, et s'ils ne l'ont pas fait, il faut que je me remette en question moi.
s'ils n'ont pas fait le maximum. C'est moi qu'il faut que je remette en question, c'est pas eux. Écoute, moi j'avais un cours de croquis, je me rappelle plus trop du nom de la prof là, mais elle me pétait quoi. Ouais. Donc j'avais des 8 sur 20 et des 9 sur 20, alors que je faisais de mon mieux, tu vois. Ouais, et quand je passais par exemple aux couleurs ou en peinture, hop, comme par hasard j'avais des 18 et des 19 parce que bon, j'avais tout à fait un autre regard ou quoi. Mais alors là, je me rappellerai toujours de cette prof de croquis qui, à chaque fois, qui me mettait en échec. Et moi, je ne comprenais pas. C'est moche, ça. Et tu vois, et je faisais vraiment de mon mieux. Et je répondais à toutes les questions et tout. Ouais. Mais je pense qu'elle avait peut-être un petit quelque chose contre moi. Celle-là, c'est pas possible. Elle était jalouse, peut-être, elle était trop forte et ça l'énervait. Ouais, c'est ça, je pense pas. Non, je n'irai pas jusque-là, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, dis-moi, Agnès, donc là, on va parler un petit peu, donc comment fait-on pour se procurer tes toiles ? Ok, pour se procurer mes toiles, d'abord, c'est de m'envoyer un petit message privé en passant par peut-être mon mail ou peut-être mon Instagram. Je suis très présente sur Instagram, pas autant qu'il le faudrait, mais je suis très présente sur Instagram, donc vous pouvez m'envoyer un petit message, sinon par mail tout simplement. Et puis, de temps en temps, une fois par an, j'essaye d'exposer quelques toiles. Alors, j'utilise, je ne sais pas si on appelle ça une association, un groupe qui s'appelle Arte, qui représente les artisans de Dubaï, qui chapeaute tous les artisans de Dubaï. Ça peut être ceux qui vendent des gâteaux, ça peut être ceux qui vendent des colliers, des bijoux, ça peut être donc des artistes. Et je profite de cette association pour essayer une fois par an, 2 fois par an, au mercato, de passer toute une journée et de montrer mes toiles et de les mettre en vente. Donc ça, en général, c'est par le bouche à oreille. Là, j'ai l'intention d'essayer d'être prête pour juin, voilà, d'avoir une dizaine de toiles en vente à ce moment-là. Donc c'est aussi la possibilité de venir à ce moment-là, un vendredi, quand ça sera le moment. Tout à fait. Et donc le mercato, juste pour rappel, c'est un centre commercial qui se situe à Jumeirah One, à Dubaï. Voilà, pour les gens qui ne savent pas. Et donc aussi, tu m'avais dit, donc on va parler un petit peu d'FNT. Des FNTs. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Mais plus d'un point de vue artistique que technologique. Et est-ce que le NFT est révolutionnaire ? Et est-ce une opportunité pour les artistes ou plus un défi pour les artistes, dit maintenant traditionnel ? Alors, c'est effectivement un peu, c'est hyper intéressant pour les artistes. Donc, moi, j'en ai pas fait encore. Okay. Mais c'est tellement vaste que ça peut devenir intéressant. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, par exemple, cette toile, d'accord, ici, la grande, ok, là, elle existe réelle, ok. Si je te la vends, tu vas me donner de l'argent. Et je vais te donner ma toile et je vais te donner un certificat d'authenticité que j'aurais fait à la main, imprimé, etc. Oui. D'accord ? Oui. Bien. Là, par exemple, je fais une image. Ça peut être une image digitale. Je peux introduire une petite vidéo avec. Je peux introduire du son. Ça peut être un audio. Bref. Ce digital, ce numérique, cette image, cet objet en fait numérique, là on va dire que ça va être une image, cette image digitale, ok. Je vais établir un contrat. Le contrat, je vais l'écrire à la main. Je vais dire je suis propriétaire de cette image, d'accord, de cette image, de cet objet digital qui représente cette toile. Je suis propriétaire. Si je le mets en vente, je le mets en vente pour tant de crypto-monnaies, oui. Et je veux garder 10%, quelle que soit la vente qui va suivre. Parce que là, si tu m'achètes la toile, si tu la revends dans 10 ans, je ne vais même pas le savoir, ça ne me regarde plus. Si tu veux ensuite la donner à quelqu'un d'autre, ça ne me regarde pas. Effectivement. Là, avec les FNTs. Donc, je continue. Donc, j'ai mis en place ce contrat, d'accord, qui dit que, par exemple, je veux garder 10% des ventes ou que je veux faire une addition d'autres copies. Enfin, bref, je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Ça... Ensuite, je le mets sur le blockchain, c'est-à-dire que je transforme ce contrat en bloc, en codage, et c'est à ce moment-là que ça devient un FNTs. Je vois. D'accord ? Tout à fait. Ouais. Ça devient un certificat authentifié qui n'est absolument pas changeable. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas dire que c'est un billet de $10 et je le casse en 10 et je donne $1, 10 fois. Je ne peux plus le changer. Donc, il existe ad vitam aeternam
ce digital que j'ai mis en place, avec ce contrat associé, il existe, il a été authentifié, il ne peut plus jamais disparaître. Je ne peux même plus le changer, je ne peux pas modifier les clauses de contrat qui sont dedans. D'accord ? Donc, c'est devenu un FNTs grâce à la blockchain. Et ensuite, je vais le mettre sur un espace de vente comme OpenSeas ou comme Foundation, où là, il va être accessible à l'achat. La personne qui va l'acheter va acheter ce certificat d'authenticité. Très bien. Donc, c'est multiple parce qu'en tant qu'artiste, on peut... Donc, ça veut dire que plusieurs personnes peuvent se procurer exactement la même toile. Une seule personne va se procurer l'authenticité. L'authenticité. D'accord. Oui, donc elle peut la revendre. Oui. OK. Mais il y aura toujours une preuve. Ça reste sur la blockchain, sur toutes ces technologies. Ça reste... Il y a toujours la traçabilité, au fait. Toujours. Elle n'est absolument pas modifiable, ni échangeable. Et c'est ça qui... donc, du coup, tout ça, cette image, je peux décider que j'en fais 10 copies digitales. D'accord. Qui va être le numéro 1 sur 10, elle est unique. Le numéro 2 sur 10, à nouveau unique, puisque c'est 2 sur 10, il n'y en a que 1 qui est 2 sur 10. Donc, etc. C'est vraiment multiple, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est révolutionnaire pour les artistes, oui. Et donc Agnès, pour continuer sur les NFT, ok, c'est bel et bien NFT et pas autre chose. Donc est-ce que c'est plus un défi justement de nos jours pour les artistes ou alors ça va les mettre en valeur, ça va être un avantage pour eux ? Non, je pense que ça va être un avantage, c'est juste que ça peut être un peu compliqué. Les NFTs, moi j'ai tendance, comme je suis dyslexique, à changer les lettres. Alors, il n'y a pas de problème, tu peux dire ce que tu veux. Oui, non, ça va être un challenge, c'est un challenge, parce qu'il faut déjà comprendre et ensuite il faut imaginer. Alors moi, j'imagine très bien que mes peintures, ce que je voudrais faire, c'est qu'elles deviennent animées, que j'arrive à faire bouger la balançoire. D'accord ? D'accord. Et qu'ensuite, c'est ça que je vais proposer en NFT. Je suis dyslexique. Il n'y a pas de problème, on te pardonne. Tu peux dire ce que tu veux. On aura compris. Donc moi, je vais introduire une animation. Mais après, ça dépend. On peut laisser juste une photo, par exemple. L'objet numérique, il est vaste. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est hyper intéressant, ouais. Et donc, tu aimerais que ta balançoire se balance avec les NFT ? C'est ça. C'est ça ? Oui. OK. Oui. Tout à fait. Et dis-moi, parlant de dyslexie, est-ce que l'art aide les dyslexiques, justement, ou pas ? Est-ce qu'ils trouvent... est-ce que justement, il y a toujours une part d'apaisement quand on est créatif, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça aide spécifiquement ? Moi, ça m'aide pour mes angoisses, bien sûr. Oui. Ça me calme. Ça canalise tes émotions. Oui. Donc, c'est important. Ça, c'est certain. Donc, je pense que, oui, pour les enfants, il y a plein d'enfants à qui ça fait du bien d'être créatif, hein, d'une manière ou d'une autre, bien sûr. OK, très bien. Très bien. Eh bien, écoute, moi, Agnès, je te remercie énormément d'avoir participé à mon podcast French Stuff. Merci Ribelle, moi j'ai adoré, on a bien rigolé, même si ça ne se voit pas toujours. Oui, c'est vrai. Et donc, n'oubliez pas de visiter la page Instagram d'Agnès, ainsi vous pourrez voir toutes ces toiles. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode French Stuff. Salut!